through our sound. Caramel. 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 Mood. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais parfois les bras m'en tombent. Ainsi donc, une escouade de députés de droite ont interpellé le procureur de la République pour signaler des violences policières, Keneni, pour stigmatiser des pratiques, la pratique solitaire de l'exercice du pouvoir présidentiel, c'est pas ça non plus, pour exiger alors une meilleure répartition des richesses. Non mais vous rêvez. Non, ils ont simplement interpellé le procureur de la République pour signaler une, je cite, exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au public. Ce quarteron de parlementaires, ils étaient une dizaine, voulaient ainsi témoigner de leur effroi à la vue du happening que la comédienne Corinne Massiero a réalisé lors de la dernière cérémonie des Césars de la semaine dernière, pendant laquelle l'interprète du commissaire Marlowe sur le petit écran s'est montré à poil sur scène, histoire de signifier la situation actuelle du monde de la culture. Et c'est en tout cas bien la première fois depuis très longtemps que Canal+, propriété de Vincent Bolloré, n'avait ainsi été taxé de gauchiste. Mais franchement, il n'y avait pas d'autre chose auquel penser en ce moment. Il n'y a pas une épidémie qui rôde, une campagne de vaccination qui a du mal à démarrer, une situation estudiantine qui s'aggrave, une vie quotidienne, des conditions de travail qui partent en vrille. C'est pas comme si toutes les semaines il n'y avait pas de mouvement de colère, de frustration sur la voie publique. C'est pas comme si la parole gouvernementale était fluide, limpide et compréhensible pour tout le monde. Alors quoi ? Au lieu d'interpeller Jupiter et sa joyeuse bande de bras cassés, comme le voudrait la pratique républicaine au nom de l'opposition, cette dizaine de parlementaires, membres par ailleurs du sous-groupe de droite Oser la France, oui, ça existe, ont en plus le temps de prendre leur plus belle plume et d'écrire au procureur de la République, et en plus ils voudraient qu'on les prenne au sérieux. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse saison 32, réalisé et mis en onde par Marc Lazaro. Ce soir on parle de la nuit du slam qui aura lieu demain soir à partir de 19h. On en parle avec les slameurs Maël Côté Ops et puis également Seb. Il y aura aussi Luce, une jeune slameuse toulousaine qui sera présente dans ce studio, ainsi que Élise Delestré, la coordinatrice de cette nuit du slam et qui est également membre de l'association Contre-Courant qui organise cette fête du slam. On parlera aussi avec Laure Favier-Michel de l'opération montée à l'initiative du Connexion Live se proposant de fabriquer des repas pour les étudiants avec l'aide de quelques chefs toulousains, et cela pendant toute la semaine prochaine. Et puis de son côté, Salam Okran viendra nous raconter l'actualité du moment. Quant à Perrine Crubilé, elle revient pour une nouvelle chronique gourmande, et au vu de ce qu'elle nous a amené pour grignoter pendant l'apéro traditionnel de Caramel Mou, la chronique s'annonce effectivement gourmande. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Entre septembre 2017 et décembre 2019, Manu Gallure a arpenté l'Hexagone à pied sur les chemins de traverse jouant à droite et à gauche, chez l'habitant, dans des théâtres, dans une maison de retraite, une école, un salon de thé, sur une place de village ou dans la chaleur d'un café-conce, partout où l'on avait bien voulu lui proposer de jouer. Petite jauge ou grande foule, une réinvention
quotidienne en quelque sorte, bien avant l'injonction jupitérienne. De ce périple pédestre sont nées des nouvelles chansons écrites au fil des cheminements et des rencontres. Chansons que l'on a pu découvrir sur scène en septembre dernier au Bijou et qui font maintenant désormais l'objet d'un CD. 10 morceaux en trio avec le pianiste Lorenzo Naccarato et le musicien à tout faire Patrice Caumont. 10 chansons limpides pour percussions trafiquées et piano préparé. En résulte des sonorités de bastringue, des cadences de guingois pour des chansons à la poésie fragile, un rien surréaliste, des fables cruelles, une description acide de l'époque et une écriture d'une fluidité enthousiasmante. Manu Gallure, le jour de l'apocalypse, extrait de Vertumne, son dernier album. À noter que Manu Gallure sera notre invité la semaine prochaine. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Le jour de l'apocalypse, on prendra mon parapluie. Tu voudras voir la dernière éclipse, toi qui les trouves si jolies. Le vent nous bouffera la peau sous la pluie des météorites. Tu trouveras qu'il fait un peu chaud, je t'embrasserai un peu plus vite. Et si rien se passe, on ira manger des glaces en attendant la fin du monde. Et si rien ne se passe, on ira manger des glaces en creusant la couche d'ozone. Nucléaire survient, toi qui perds toujours tes gants, je ferai une boule avec mes mains et tu mettras tes mains dedans. Tes yeux injectés de sang ressembleront à des framboises. On s'allongera frotti-frottant le museau de nos masques à gaz. Et si rien ne se passe, on ira manger des glaces. Et si rien ne se passe, en attendant la fin du monde. Demain quand viendra le déluge, tu m'apprendras à chanter sous l'eau. La mer est un joli refuge et je suis malade en bateau. On échouera sur une île en plastique, on fera pousser des salades en sachet dans des rivières d'acide citrique. On regardera les poissons flotter et si rien ne se passe, on ira manger des glaces en creusant la couche d'ozone. À la dernière des guerres mondiales, mon amour, faudra s'échapper. On piquera le vaisseau spatial d'un grand patron ou d'un banquier. En voyageant de lune en lune, on comptera nos trimestres. Toi, moi, le chalet sur Neptune et tous nos petits extraterrestres. Et si rien ne se passe, tu as découvert Flavie Berger, toi, alors? Je connaissais pas. En attendant la fin du monde. Qu'est-ce que c'est? Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Bonsoir Perrine Crubilé. Et bonsoir Jo.
Je vais presque dire que c'est un petit événement. C'est carrément votre première chronique de l'année. Oui, de cette année, même peut-être l'année dernière, je sais plus. Ouais, peut-être, pas loin. Alors, on cause de quoi? Vous avez eu le temps d'aller au restaurant, même si depuis un an, les restaurants, c'est quand même pas le pied. On a fait comme les restaurateurs, on a changé de tactique. On prend du takeaway. Eh ben ouais. Voilà, donc du coup, je vais vous parler de Corcotte, mais vous savez que ma première chronique chez vous, c'est au Sage. Oh oui, ça, je m'en souviens très bien. En 2013, je vous emmenais déjà au Liban. 8 ans après, bim, alors voilà. On y repart. J'espère que ça va rebooter. Ouais. Je vais repartir 8 ans en arrière, vous pensez? Je sais pas, mais entre-temps, par contre, le Liban, lui, en aura pris... il a pris un bon coup. Plein la figure. Un bim bam boum, ouais. Bon, imaginez Otto Lingui sortant de la piscine Léo Lagrange. Lunettes noires, large sourire, cheveux encore humides, sous un soleil matinal de printemps, corps dégingandé descendant nonchalamment les marches de la piscine, se dirigeant vers son épicier libanais préféré, Zorkot, pour acheter de la... Zatar. Non, raté, pas cette fois-ci. De la mélasse de grenade. Parce qu'il a beau être beau, grand, chef, pape, rabbin et j'en passe de la cuisine moyenne orientale, faire de la mélasse de grenade, c'est galère. Voilà, et si t'as pas de mélasse de grenade pour faire libanais, t'es mal barré. Tu fais pas... Croyez-en mon expérience, c'est vraiment un bordel. Il en profite donc pour taper la causette avec Laurent et Farah, devant un doux café blanc, une simple infusion de fleurs d'oranger distillées. Laurent... Non mais dites-moi, c'est pas né de votre imagination cette scène? Elle se passe vraiment à Toulouse, Otto Lingui. Soyez patient. Laurent, ancien sous-traitant Airbus, a ouvert ce petit salon de thé sans prétention il y a 6 ans. Puis de houmous en taboulé, de boutabal en makdous, de feuilles de vigne en baklawa, il s'est transformé en restaurant libanais, la référence en la matière. Respectueux des saisons et des produits. Ça, je me suis dit que ça pourrait être le nom de ma chronique, respectueux des saisons et des produits. Parce que je pense que c'est la phrase que j'ai écrite dans toutes mes chroniques. Et c'est bien dans l'air du temps. Hein? Et quand même, c'est quand même... Bon, traiteur de toutes les occasions, même des repas sans distanciation physique dans les salles de réunion des bureaux du coin. Il a fait évoluer sa bonne petite affaire en épicerie fine et c'est comme cela que son ami Yotam a repéré sa caverne, remplie de saveurs libanaises, fraîches ou séchées, de gâteaux tout droit arrivés de Beyrouth chaque mois, de fromage, de sésame sous toutes les formes possibles et inimaginables, et ça fait beaucoup. De grains, de bâtons, de poudre, d'herbes, oui, une véritable officine moyenne-orientale. Yotam repart d'un pas léger avec son sachet de zaatar et de sumac et sa bouteille de mélasse pour aller me préparer des petits plats dont il a le secret. Bon, alors non, Yotam ne vient pas à la piscine Léo Lagrange, ni même me faire des petits plats d'ailleurs. Il vit actuellement lui aussi confiné dans une bulle, dans sa cuisine, condamné à faire des tutos pour des recettes sophistiquées, à la fois simples en apparence mais aussi compliquées, où il faut peser le zaatar, le persil, le jus de citron... Où le secret tient surtout du petit génie de tout chef bien constitué, l'inspiration. La bonne idée d'assembler de bonnes choses au bon moment, dans un ordre et à une température dont il est souvent judicieux de respecter les mesures, et tout particulièrement pour la mélasse de grenade. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour en revenir à Zorkot, plus précisément, Laurent et Farah, donc, ils sont originaires du sud Liban, là où l'on cueille ce thym si particulier que l'on assemble au sésame et au sumac pour faire du zaatar, donc cette épice emblématique de cette région dont on entend beaucoup parler en ce moment. Le sumac, vous voyez ce que c'est ? Tout à fait. C'est un mélange, vous venez de le dire, mais c'est un mélange de thym, de marjolaine, de sumac. Mais pas du tout, le zaatar c'est un mélange. Oui, mais le sumac c'est un arbre. Voilà. C'est un arbre qu'on avec voit une petite rouge là avec ses violette, un peu citronné. Rouge. Alors le goût c'est citronné, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup à Toulouse. C'est un arbre ornemental. Je pense qu'il lui manque le soleil ici. C'est des pompons là en ogive vers le haut. Et donc c'est à ça qu'effectivement on mélange ce thym qui est si particulier du sud Liban et ce sésame torréfié et ça nous fait du zaatar. Voilà. Et il y a autant de tatis libanaises que de zaatar, chacun ayant sa recette particulière. Paraît-il. Tout étant dans le dosage. Dans le dosage, voilà. Mais il faut du sésame parce que le sésame c'est pour l'amour, il faut en mettre partout.
Et comme je vous le disais, on trouve du sésame sous toute forme, liquide, solide, en grains, le taïna, la crème de sésame indispensable à un bon houmous. On trouve de l'halva, c'est une sorte de pâte sucrée au sésame nature ou à la pistache tel que vous allez pouvoir le déguster tout à l'heure. On trouve du sésame en graines grillées, décortiqué, sésame, enfin de l'amour, il en faut beaucoup sous toutes les formes. Bref, hier Farah, la femme donc m'a fait la liste de tous les produits essentiels à connaître du Liban, comme le lebné, un yaourt nature fermenté avec lequel on peut faire la sauce blanche si on ajoute du citron, de l'eau et du tahini. Elle m'a aussi fait la liste de tous les autres produits pour les recettes d'Otolenghi, à savoir le yaourt à la grecque de très bonne qualité, le kadaïf, la cardamome en grains, les bâtons de cannelle, la cannelle moulue, le curcuma, bref, tout ce qu'il faut pour vous, mon cher Jo Kangourou, apôtre du grand maître. Et pour en revenir quand même à la mélasse de grenade, il y a deux qualités, une plus ou moins sucrée, acidulée, et ça sert pour assaisonner, mais aussi pour déglacer des foies de poulet ou des crevettes par exemple, comme on peut le faire avec du vinaigre balsamique, que je trouvais pas le mot tout à l'heure. Voilà. Bref, le Liban, c'est grand comme la Haute-Garonne, hein, ça fait cohabiter des cultures, des inspirations et des religions, un peu comme la Haute-Garonne. Hein. Bientôt Pâques, d'ailleurs, on pourra aller déguster ensemble des marmoutes, si vous voulez. Des gâteaux de fête sablés farcis, dattes, noix, pistaches, en buvant un café blanc, en attendant Yotam. Voilà, et on fera tout ça, mais on restera à Toulouse, parce que faire tout ça actuellement à Beyrouth, ça paraît un peu compliqué, et c'est vrai qu'on rappellera que si on adore ici la cuisine libanaise, faut pas oublier qu'au Liban, en ce moment, ils ont sans doute pas grand-chose à se mettre sous la dent. Merci beaucoup, en tout cas, de la découverte de cette épicerie dans libanaise, Zorkot, 3 places Riquet à Toulouse. Justement, ma bouteille de mélasse libanaise qu'une collègue m'avait ramenée l'année dernière de Beyrouth est en train de se terminer. Je sais au moins Parfait. Où je vais aller la recharger. À plus tard, Perrine. Si vous restez 2-3 minutes avec nous, on va prendre quelqu'un tout de suite au téléphone, puisque au téléphone, nous avons la deuxième invitée de cette partie un peu cuisine de l'émission, Laure Favier-Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Laure. Bonsoir Perrine. Vous êtes au téléphone parce que impossible de venir dans ce studio. Il y a aussi des conditions sanitaires qui font que nous essayons d'être peu nombreux dans ce studio, même si nous n'y arrivons pas tout le temps. Et on vous a demandé d'intervenir dans cette émission pour nous parler d'une opération qui va avoir lieu toute la semaine prochaine à l'initiative du Connexion Live, donc, qui est votre lieu de travail habituel, mais aussi de la maison, le bar qui est juste en face du Connexion, rue Gabriel Péry. Une opération qui a pour but de préparer des repas pour les étudiants. Vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Alors oui, des repas, mais pas n'importe quel repas, n'est-ce pas, puisque ce sont des repas de chefs parmi nos meilleurs chefs toulousains. Oui. Alors je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont une quinzaine. Mais il y a le chef de la Pente Douce, le chef du Solide, le chef du Rocher de la Vierge, et comme vous dites, les absents ne nous en voudront pas, mais il y a une quinzaine de chefs donc qui ont répondu OK à votre proposition de venir pendant toute la semaine préparer des repas. Donc ils vont rester dans leur restaurant, mais vous allez être le centre de répartition de ces repas. Voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, eux, ils cuisinent, donc chez eux, c'est ce qu'ils savent très très bien faire. Nous, on sait recevoir le public, gérer les flux. On l'a prouvé pendant 10 ans. Voilà, aujourd'hui, on est tout à fait fermé. Mais donc, on associe nos compétences. Ils nous amènent leurs plats. Et nous, on va les distribuer pour un nombre de 1200 à peu près repas. Voilà, 1200 repas répartis sur la semaine. Oui, du lundi 22 au dimanche 28. Donc, avant de parler de la logistique, et on finira cette présentation là-dessus, quand même deux questions. L'approvisionnement vient d'où et comment vous le financez ? Alors écoutez, c'est à la générosité de chaque chef qu'on doit ces repas. Oui, tout à fait. Chaque chef fournit les repas avec ses produits, ses fournisseurs.
et ça vient vraiment de nous aussi on y participe. On fait le repas du lundi, donc on s'est fait aussi aider par des fournisseurs et malgré tout, on va réussir à faire quelque chose de très bien, je pense, oui. Un troisième nom que l'on a oublié dans cette initiative, c'est Rodolphe Lafarge, oui, auquel vous avez fait appel pour vous mettre un peu en contact avec tous les chefs qui vont travailler pour cette opération pendant la semaine. Tout à fait, il ne faut pas l'oublier parce que nous, on est parti sur une idée de faire ça sur une journée, 150 repas. J'en ai parlé à Rodolphe en me disant on pourrait s'associer avec ton Takeaway Challenge dont vous avez parlé. De son côté, il s'est tourné vers les chefs en me disant il y a cette idée qui flotte et tous les chefs ont adhéré. Ce qui fait que le projet a explosé, passé de 150 une journée à 1200 sur 7 jours. Voilà. Oui, Rodolphe Lafarge, qui est un artisan de la chose culinaire toulousaine, avec son blog Roll que l'on retrouve sur Internet et qui était donc à l'initiative pendant le premier confinement. Il a continué ensuite du Takeaway Challenge où chaque semaine, il proposait un challenge à des chefs toulousains pour préparer de la street food qui était après prise qui pouvait être prise dans les divers restaurants qui participaient à cette opération. Voilà. L'autre côté, c'est une fois que tout ça c'est préparé, on fait comment pour venir le chercher? Alors nous, on avait mis en place une billetterie, comme une billetterie de concert, à 0 € évidemment. Et le principe de la billetterie étant qu'on a fait des créneaux par demi-heure pour réserver à peu près 20-30 repas par demi-heure, de manière à pouvoir gérer les flux plus tranquillement. Voilà. Donc pour s'inscrire, il suffit d'aller voir sur la page Facebook soit de la maison excusez-moi, soit de la maison soit du Connexion Live et on s'inscrit, on choisit un créneau avec les places qui restent parce que l'opération est partie depuis une petite semaine et il doit déjà y avoir des candidats sur ces distributions de repas et l'on vient aux heures que vous indiquez. Voilà, c'est ça. On choisit son créneau. Bon, si jamais, je vois, il y a déjà des personnes qui nous appellent en disant « Ah, je pourrais pas être là à 12h30, je viendrai à 14h30. » On va s'arranger, voilà, c'est pas grave. Mais l'important étant de pas avoir trop de rassemblements et de pouvoir gérer les distances, les consignes sanitaires. On va quand même faire très attention à ça. Voilà, donc c'est une opération qui commence lundi, qui va se poursuivre pendant toute la semaine. On le disait tout à l'heure, il y a le chef du Rocher de la Vierge, mais il y a également le chef des planeurs, le chef de la pente douce, de la promenade, Nicolas Thomas. Il y a également Jérémy Morin de l'Aparté. Enfin, plein de très bons cuisiniers toulousains qui seront les chefs pendant une semaine de cette opération qui vise à proposer des repas gratuits aux étudiants toulousains. Donc je vous le rappelle, si vous voulez bénéficier de cette opération, vous allez sur le Facebook soit du Connexion Live, soit de la maison et vous vous inscrivez, on vous proposera des créneaux et vous pouvez retirer ces repas pendant la semaine. Si je peux rajouter un petit truc, je voudrais dire qu'il y a d'autres restaurateurs qui nous ont appelés cette semaine en ayant entendu parler de l'opération, en disant est-ce qu'on peut participer, voilà. Donc on a dit bon là on est complet, on a quand même beaucoup de choses. Donc on va faire un point à la fin de cette semaine-là, on va voir ce que ça aura donné et pourquoi pas le refaire dans un mois et demi. On verra où on en est. Très bien. À ce moment-là, vous nous le redirez et on se fera l'écho de cette nouvelle opération sur ces ondes. En tout cas, merci beaucoup, Laure Favier-Michel, de nous avoir appelés et à très bientôt. Oui, avec plaisir. Merci à vous. Et bonne semaine. Au revoir. Merci, vous aussi. Du coup...
Voilà, c'était le Antoinette Trio, extrait d'un tout nouvel album avec un morceau qui s'appelle Lulu, un album nouveau, Rhizome, consacré à la musique du compositeur et musicien brésilien Egberto Gismonti. Ce trio, Antoinette Trio, qui a demandé pour cet album-là au pianiste Denis Badeau de venir renforcer ce trio. Et ce trio qui sera le 1er avril prochain à la pause musicale. Alors je vous rappelle que la pause musicale ne fait plus de concerts comme tout le monde. Par contre, continue à faire des concerts sans public depuis la Cave Poésie, et ces concerts sont tous les jeudis retransmis en direct à 12h30 à partir de la web radio qu'a monté la Cave Poésie il y a déjà un an, qui s'appelle Radio Cavpo. Pourquoi un an et pourquoi un an de web radio pour la Cave Poésie? Parce que ça fait un an que nous avons été pour la première fois confinés. L'anniversaire, c'était hier. Jingle et on passe à la suite. Je me suis vraiment sentie au théâtre. Je veux dire, dans le bon sens du terme. Je jouais. Et puis, des amis, quoi. Je suis actrice, comme Ariel Dombal. Enfin, moi, je veux bien, mais j'aimerais savoir où va le personnage. Caramel. Voilà, et la suite, c'est la Nuit du Slam. Nuit du Slam, opération habituelle et annuelle, qui d'habitude est un peu couplée avec un événement qui célèbre la francophonie. Nuit du Slam, qui cette année va avoir lieu sur deux soirées. Demain soir, 20 mars, et puis on aura la deuxième partie samedi prochain, 27 mars, à la Brique Rouge, le centre culturel d'Ampalo. Pour nous parler ce soir de cette opération, je reçois Maël Côté Ops, qui est sur ma gauche, Seb en face de moi, yes. Élise Delestré qui coordonne ces soirées au nom de Contre-Courant, l'association qui co-organise ces nuits du slam. Et puis nous recevons également Cassan, un autre slameur toulousain. Cassens, un autre slameur toulousain, puisque pendant les 20 minutes qui viennent, nous allons parler de slam. D'abord, Élise Delestré, un peu compliqué à monter cette nouvelle édition des Nuits du Slam pour cause de Covid. L'an dernier déjà c'était limite. Là vous y êtes en plein. Ah bah, on était déjà en plein l'année dernière parce que c'est un festival itinérant qui avait pu voir quelques dates en fait se réaliser. Et la date un peu forte de Toulouse a été annulée puisqu'elle était le 14 mars. Donc on a eu l'honneur d'être parmi les premiers événements annulés grâce au Covid. Et donc du coup on s'est mis en tête de patienter un peu, voir comment ça tournait et de trouver une solution pour être présent à notre manière pour le public. Et donc du coup la seule manière, puisque les lieux sont fermés, c'est de faire du streaming. Donc voilà, streaming, on va le dire tout de suite pour se raccorder. On va où ? On va sur les événements Facebook des Nuits du Slam, donc le 20 et le 27 mars, puisqu'il y a aussi d'autres événements. C'est un festival itinérant régional, donc il y a d'autres événements à Cahors, etc. Et donc depuis le Facebook, on retrouve les streamings et on les retrouve aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube des Nuits du Slam et de Contre-Courant. Très bien. Seb, donc un régulier de ces émissions que nous faisons chaque année autour des Nuits du Slam. Racontez-nous un peu cette année qui a été sans doute un peu blanche pour cette scène qui d'ordinaire se montre dans quelques bars toulousains. C'est vrai que l'année a sans doute été un peu blanche là. Et oui, d'habitude on fait notamment avec aussi le collectif et l'association de l'école du Maghré d'Argent dont Maël fait partie. On fait des scènes quasiment hebdomadaires en fait à Toulouse, dans les petits cafés associatifs et donc là oui, cette année là depuis mars de 2020 on a fait des scènes pendant l'été, quelques-unes. On a réussi à rattraper avec l'itinéraire bis, l'Escabelle, quelques-uns des cafés avec lesquels on avait l'habitude de travailler, qui ont décidé de prolonger leur saison et d'ouvrir en juillet, en août. On a fait quelques scènes dans les parcs aussi, mais ma foi, avec cette histoire de
second confinement ou de deuxième confinement, du coup je sais plus comment il faut dire. C'est reparti dans l'attente, quoi. Du coup, Maël, une des pratiques slam à Toulouse a été aussi d'intervenir dans les écoles, ce que vous faisiez déjà un peu, mais pratique qui a gonflé là cette année. Oui. Après là, il y a eu des ateliers en LSF qui ont été faits par To et Letty Tual, c'est ça? Oui, en fait, on n'a pas pu faire des ateliers comme c'était prévu. On a fait des ateliers en Zoom, en fait, avec un artiste qui s'appelle Luc Ascans, qui du coup a fait des ateliers tout public, et on a organisé une résidence de création cette semaine entre sourds et entendants, qui a été tournée du coup cet après-midi, puisque normalement elle aurait dû être restituée demain sur scène comme à chaque événement. Et les conditions sanitaires font qu'on ne peut pas accueillir en fait d'amateurs sur scène. Donc on a préféré le tourner en amont pour pouvoir le donner à voir demain soir au milieu des événements et au milieu des concerts. On va peut-être... Maël ? Non, juste après, on fait des ateliers toute l'année, mais après, ça reste du spectacle vivant, et c'est vrai qu'on a essayé de faire des scènes en streaming. Là, c'est l'occasion de faire un bel événement. Mais après, très souvent, on n'a pas les moyens de faire quelque chose qui rende aussi bien. Ça reste du spectacle vivant, quand même. Pour finir avec cette histoire d'intervention dans les écoles, je me pose assez régulièrement la question de pourquoi le slam, en ce moment, a autant la cote auprès des écoles, au détriment d'un certain nombre d'interventions musicales qui, jusque-là, avaient plutôt droit de citer. Je pense au hip-hop, par exemple. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est plutôt vers des slammeurs qu'on se tourne dès qu'on veut amener un peu de culture urbaine à l'école. Moi, je pense honnêtement que c'est aussi parce que le nom passe mieux. c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai la double culture. Je viens du rap, je suis passé au slam ensuite. Et quand je suis avec des enfants, je travaille aussi bien sur la rythmique que je vais retrouver dans le rap que sur des formes plus poétiques qu'on pourrait dire que ça appartient au slam, même si le slam, c'est de toute façon, le rap peut en faire partie. Mais après, après il y a aussi un autre phénomène. Moi, je sais que pour les ateliers qu'on fait dans les universités, c'est aussi parce qu'on fait de l'éloquence, de la rhétorique. Et il se trouve que quand on fait du slam, on apprend à se tenir devant un public et à capter l'attention et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup l'éducation nationale et les universités, c'est être capable de se défendre à l'oral, quoi. Voilà. Seb, vous vouliez dire 2-3 choses en plus ou... Non, Maël, il a parlé très bien pour moi. C'est exactement ça que je voulais dire. Et il parle d'éloquence, et il en connaît un peu. Donc parlons de cette nuit du slam. Donc deux nuits, ce samedi et samedi prochain, le 27 mars, avec des rendez-vous que l'on retrouve habituellement, scène spoken word, il y a aussi des créations croisées, il y a aussi cette façon de décliner un mot qui chaque année... un nombre de mots qui chaque année sont donnés pour initier des textes qui sont écrits juste pour cette nuit-là. Élise, décrivez-nous un peu. Oui, en fait, on a essayé quand même de garder un petit peu les process qu'on avait mis en place les années d'avant, à savoir les créations autour des 10 mots, les créations LSF. La création autour des 10 mots, en fait, c'est un collectif qui est choisi parmi tous les collectifs participants aux Nuits du Slam, puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est un festival itinérant national, donc il n'y a pas lieu qu'ici, en temps normal. Et donc, du coup, chaque année, un collectif s'empare des 10 mots pour faire une création. Il se trouve que cette année, c'est un collectif d'Aubagne qui, du coup, utilise les 10 mots qui sont sur le thème « Dis-moi 10 mots qui ne manquent pas d'air ». Et leur spectacle s'appelle « L'enfer me ment ». Comme vous dites, l'enfermement, on vient de le vivre pendant un an. Il y a sans doute de quoi écrire. Cassens, vous êtes vous êtes au moins un nouveau autour de ce micro. C'est bien la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission. Comment vous vous inscrivez dans ces nuits du slam là ? Alors déjà, merci de me recevoir. Je suis très content. Donc du coup, c'est Cassens, je devais jouer pour l'édition 2020. Et comme Élise l'a dit, en 2020, la veille, j'ai reçu un mail qui me disait que c'était annulé, bien que je m'y attendais un peu. Après, je suis ravi qu'on m'ait recontacté cette année. C'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai toujours baigné à la fois dans le hip-hop et dans le slam. Je connais l'association Contre-Courant depuis quasiment la création.
Et j'ai toujours été spectateur aux Nuits du Slam également. Et du coup, je suis ravi de faire partie de ce projet-là. Vous décrivez en 2-3 mots pour les auditeurs qui vous connaissent pas. Voilà, qui vous connaissent pas. Alors, je suis Cassens, du coup, je suis un artiste vocal. Je fais du 100% voix à l'aide d'une loop station d'une marque très connue, la RC505, bien connue des beatboxers. Et je vais en fait faire des instrumentales de 100% voix, par-dessus rajouter du beatbox et ensuite poser mon texte, poésie musicale, parfois slam, parfois plus hip-hop, tout dépend de l'ambiance. Maël en parlait tout à l'heure, la différence entre le slam et le hip-hop, qui depuis le début de l'apparition du slam dans l'Hexagone est un serpent de mer, on en parle régulièrement sans trop comprendre ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le slam et le hip-hop ou pas du tout, c'est qu'une façon de dire le texte? Alors pour ma part, en fait, le slam, c'est contrairement au rap, les copains ici présents sont vachement plus expérimentés sur ça que moi, donc ils me regardent d'un air très tendu. Ça va. Non, pour moi, en fait, clairement, le slam, à la différence du rap, je pense qu'à partir du moment où un rappeur va clamer un texte sans musique, sans instrumental, on va le dire que c'est du slam. A contrario, le slam, sur de la mélodie, peut être également du slam. C'est pas forcément, en fait, pour moi le slam, ça va être déjà c'est plus un terme en soi, c'est même une ambiance, j'ai envie de dire presque une philosophie de vie, parce que c'est des gens qui grattent tout le temps du papier, ils sont tout le temps en train d'écrire, ils peuvent écrire sur tout en 5 minutes, et le slam n'a pas de... Je pense que le slam est plus libre en fait, sur que ce soit la forme, que ce soit la longueur, la durée, l'intention. Je pense que le slam est beaucoup plus libre que le rap, qui reste très axé sur certains codes, ne serait-ce que les basses, les gros beats très, très lourds avec beaucoup de kicks. En fait, je pense que le slam a juste enlevé certaines barrières qui tournaient autour du hip-hop. Si on dit que pour qu'il y ait du slam, il faut qu'il y ait d'abord de la scène, est-ce qu'on est loin de la réalité ou pas? Non, le slam, c'est la scène. Donc voilà, et après je trouve qu'il a une très très bonne définition. C'est tout à fait ça. Après je pense que le slam, je pense qu'après il y a beaucoup de gens qui viennent moi le premier, quand je venais du rap, j'arrive dans une scène de slam. La liberté sur scène me fait peur. Moi, j'ai besoin d'être dans un cadre. C'est vrai que c'est assez... Dans le rap, on se cache derrière son instru et ça va. Et puis là, on se retrouve avec son texte et bon, on a la scène et on n'a que ça. Donc, mais sa définition était très bien. Avec cet exercice casse-gueule, qui est de déclamer un texte devant un public, et effectivement, simplement avec la seule aide d'un micro ou d'une loupe, comme le disait Cassens juste à l'instant. Je suppose qu'en venant ici, parce que vous connaissez un peu l'émission, vous avez préparé des textes. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de se voir avant l'émission, avec les embouteillages qu'il y a en ce moment à Toulouse, et puis le labyrinthe que peut être la fac Paul Sabatier. Vous êtes arrivé juste au dernier moment, mais je suppose que vous nous avez concocté quelques textes et que l'on va pouvoir peut-être en écouter tout de suite un premier. Absolument, avec plaisir. Ouais, complètement. Ils peuvent avoir la foule, mais ils ne m'auront pas. L'imbécile n'est pas toujours celui qui regarde le doigt. L'important, c'est pas sûr que ce soit l'atterrissage en bas. L'important, c'est la chute. Est-ce que j'y fais ou pas? On se fait mener en bateau, oui, mais la croisière est si belle. Un rêve, un cauchemar, mais le jeu en vaut la chandelle. Le mouvement, c'est toi et moi, et personne se camoufle. Le mouvement, c'est... souffle. Comme une rivière retournant sans arrêt, apprenant. Au puissant océan éternel débutant. On y va calmement, calmement, calmement. Patient et persistant, persistant, persistant. Et dans la fin de ce monde, je ne suis plus seul, merci. Je ne suis plus seul, merci. Je ne suis plus seul, merci. Il y en a sur la gauche, prêt à changer d'ennemi. Mais toute violence vient des rois, c'est l'abbé qui l'a dit. Ils diabolisent ceux qui ont faim et qui vivent dans la misère. Transforment nos mots et volent notre vocabulaire. Salariés pour faire la sourde oreille à l'humanité, pour tuer la liberté, saccage et l'égalité. Extinction de l'espèce, début de la fin de cette planète. La pluie qui tombe maintenant, c'est que le début de la tempête. Mon souffle brûlant ne s'éteindra à jamais quand. Ils réclament la paix tout en mutilant des enfants. Les bleus n'empêcheront pas le nombre inexorablement. Il n'y a plus de confusion entre coupables et innocents. Notre paix intérieure, est-ce qu'elle dépend de nous? Celle de ma planète, est-ce qu'elle dépend de nous? Vivre et choisir, est-ce que ça dépend vraiment de nous? Ou des complices de la monnaie, menteurs irresponsables et fous? Vous dites c'est inutile et je le sais, oui, mais
Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Lorsque c'est inutile, c'est toujours bien plus beau. Une minute d'espoir que leur plan tombe à l'eau. Une seconde de joie. Le mouvement, c'est loi. Le mouvement, c'est toi et moi. Et le mouvement, c'est... souffle. Seb, sur un texte assez politique, j'allais dire, c'est vrai que le slam a été toujours vécu comme de la poésie urbaine. C'était les mots qu'on entendait à longueur de temps sur les ondes de radio et à la télévision. C'est vrai que ça reste quand même un des derniers endroits où on peut aussi dénoncer les travers de l'époque. Oui, sachant qu'en ce moment, pas trop, effectivement. Mais, oui. Normalement, oui. Oui, mais c'est un endroit de libre expression, en tout cas. C'est un endroit où tout un chacun peut venir cracher sa valda, j'ai envie de dire, et en tout cas dire ce qu'il a sur le cœur, que ce soit des peines de cœur d'ailleurs, ou que ce soit une volonté de changer le système, ou d'apporter quelque chose un peu de différent au combat, aux luttes. Maël, sur les scènes ouvertes que vous pouvez animer avec Seb, c'est encore des pratiques qui sont là, cette façon aussi de cracher sa valda, comme le disait Seb, de dire un peu son ressenti sur l'époque qui part en vrille. C'est très toulousain. C'est très toulousain. Ouais. C'est quand même, c'est pas le cas sur toutes les scènes en France. Il y a des endroits où, il y a vraiment un style quand même qui est propre à chaque ville. À Lyon, ils sont très très hip-hop. C'est pas du tout la même école. À Nantes, on est beaucoup plus sur de l'absurde et des choses beaucoup plus sur. Il faut être subtil et être drôle. À Toulouse, on est connu comme les poètes maudits, les écorchés. C'est un peu la patte toulousaine. Alors à Toulouse, oui, c'est très vrai. Je crois pas que c'est le cas forcément. Justement, moi, des fois, c'est un peu. J'aime beaucoup l'idée de la poésie urbaine. Moi, ça me parle comme terme. Après, ce qui m'énerve un peu dans cette appellation, c'est que ça a tendance à être vu aussi par certains comme quelque chose de péjoratif. Pour moi, au contraire, je trouve que le slam, il a réinventé une certaine forme de poésie. Et elle est peut-être naïve, elle est peut-être absurde, elle a plein de facettes, mais elle est vivante en fait. Et je trouve que le cantonner dans l'urbain, malheureusement, c'est un mot qui devient galvaudé, et c'est souvent pour nous dire, c'est une poésie, mais seconde zone. Voilà. Ouais. Et je trouve pas que le slam est une poésie de seconde zone, au contraire. Après, je pense que tous les slammeurs, à partir du moment où ils commencent à pratiquer, ils font attention à leur écriture, ils travaillent sur ça, mais ils ont compris aussi qu'on fait du spectacle vivant et qu'on est là pour jouer avec du spectacle. Donc on joue avec les gens, on joue avec notre corps, et il y a d'autres choses qui rentrent, quoi. Voilà. Maël, je vais vous proposer de jouer aussi avec le micro, exercice de style. Bon, là pour le corps, ça passera pas. Mais exercice de style, à votre tour de slammer en direct. Elles sont belles les vitrines des grands magasins. Il y a foule à Noël, il y a foule. Des enfants ébahis de ces poupées qui dansent, des parents attendris de voir les yeux d'enfants, des marionnettes, des pantins. On déborde d'amour sur les affiches, dans les journaux, dans les regards des couples heureux, dans les regards de ceux qui sont pressés de vendre. 3 cadeaux pour le prix de 2. À la gare, on se presse, on prépare les valises. Il y a foule dans le hall comme devant les vitrines. La foule ne parle pas, la foule n'a pas le temps. À la file, à la chaîne, cherche sa correspondance. Le train arrive en gare, voit 6. Le vent dans les coursives s'enchevêtre sur les bancs. La rue est moins froide vue d'un appartement. Et chaque jour, chaque nuit, comme les bouteilles, la rue se vide. Il fait froid. La foule a froid. À ne pas mettre une foule dehors. Elle patiente la foule. Aux places désertes, en thalasso, en camp de redressement. Ici, on voyage. Il est de bon ton de voyager. On ne va pas dans les gares pour rester sur le quai. Le quai, c'est transitoire. Et peut-être qu'elle le sait, la foule, finalement, que c'est sinistre, un hall de gare. Il faut être fou pour y rester. Fou ou totalement imbibé. Il boit trop, il le sait. Ayez pitié d'un pauvre ivrogne, messieurs, dames. Une rasade au couloir, au sous-sol, au parking, aux galeries où brillent encore les vitrines pour personne. Lui, il n'est personne ou c'est au com.
Fini les concours, passons. Vendeur à la sauvette, taxi attendant le client, assassin attendant le suivant, vendeur de coups du sort, vendeur ambulant, de faire les poches à faire la manche, vendre le couloir coupant et glacial, disparu, client qui bave, client qui râle, client qui regarde son portable, panneau indiquant retard, panneau indiquant sortie, panneau indiquant police, contrôleur de quai vigilant, contrôleur de quai, contrôleur général, des contrôleurs de quai. Contrôle du contrôle et tout en bas du protocole, derrière la vitre, derrière la porte, derrière la chaîne de commandement. Ayez pitié d'un pauvre ivrogne, messieurs, dames. Au kiosque, il y a des morts dans le journal. Il y a toujours des morts dans le journal. Dans le journal, messieurs, dames, dans le journal, c'est révoltant. Et d'ailleurs, les hommes se révoltent. Ils le disent. Trop d'infos alarmantes. Le balayeur balaye le sol, l'homme pressé jette son journal sur un carton dans le hall. Ayez pitié d'un pauvre ivrogne, messieurs, dames. Un matin mort de froid. Ayez pitié, dit l'homme qui a mis des couteaux aux vitrines, des pointes au coin des bancs, des lames au bas des portes, dit celui qui n'a rien dit, dit celui qui n'a rien vu, dit celui qui n'a rien fait, dit l'autre un peu troublé, dit celui qui donne à l'ordre, dit le trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qui est encore le trouble, le public? Ayez pitié d'un pauvre ivrogne, messieurs, dames, nommé mort dans le journal. Dans le journal, c'est émouvant. Maël Côté-Ops qui est là avec ses deux autres collègues, plus Élise Delestré, pour nous parler de ces nuits du slam demain soir et samedi prochain, dernier à sacrifier à cette épreuve du slam en direct. Cassens, mais juste avant Cassens, je vous voyais sourire tout à l'heure lorsque Maël indiquait que cette façon de râler et de se servir du slam pour décrire un peu les travers de l'époque, que cette pratique était assez toulousaine. Je vous voyais sourire, c'est quelque chose dans lequel vous reconnaissez ou pas tout à fait? Alors ça m'arrive, pardon. Alors oui, ça m'arrive carrément, mais je pense que c'est même au-delà de ça, je pense que c'est clairement dans la base de la culture hip-hop. Je pense que le rap est né de revendications. Et je pense qu'aujourd'hui, le rap est parti dans un univers... sacrément dérivé, oui. Ah oui, sacrément dérivé. Aujourd'hui, on peut faire du rap avec seulement 4 mots, 5 mots, qui sont bien tournés avec beaucoup d'effets. Je pense qu'on a perdu clairement l'âme, ce qui était la base, vraiment, de l'âme du rap. Et qui était la révolte. Qui était faire passer un message, faire passer ses idées, faire passer quelque chose qu'on ne m'aurait pas entendu, en fait... C'est tout bête, mais il y a certains rappeurs qui ont fait passer des idées, que ce soit aux États-Unis ou en France. Je pense que n'importe qui de lambda l'aurait dit, ça n'aurait pas eu le même poids ni le même impact auprès de toute une génération, de tout un peuple. Cassens, à vous maintenant de jouer avec le micro. Je marche dans l'herbe pieds nus. Ah, j'ai peut-être l'air d'un hippie. Au fond, je sais qui je suis, mais toujours pas pourquoi je suis venu. Alors, je ravale ma science, je prends mon mal en patience, mon immoral insouciance, mon anormal inconscience. Après tout, c'est plus qu'explicable, vu que je ne suis qu'un humain. Je me sens pas exécrable, mais je sens que j'en suis pas loin. Mes envies, insatiables de dominer mes voisins, d'opprimer les miens, mon inévitable destin. Alors est-ce mon futur? Est-ce ma nature? Je ne veux pas le même chemin. Est-ce ma pâture, même si c'est dur, cet immature lendemain? Cet hymne impur que je perdure à transmettre à mon prochain, je suis pas sûr qu'il faille conclure que je changerai des demain. Et vise par là, plonge dans le fond de mon regard. Il n'est peut-être pas trop tard pour oublier ton désespoir et puis pense à toi. Vois comme tout part dans le décor. Et fais l'effort de rester fort, histoire de pouvoir y croire encore. Alors je respire à plein poumon. Parce que c'est bon, l'air de la forêt me fait oublier ma bonne vieille pollution, habitué à prendre mon pied avec dans le nez des kilos de goudron. Cet air frais déclenche en moi la réflexion. Puisque c'est l'iraison d'un soir où me traverse le désespoir, ce soir je pleure sans ma guitare même si ce n'est pas la mer à boire. L'image, dit le sage, n'est qu'une fenêtre de la raison. Ai-je raison de ce maquillage sur mon visage de faux jeton? Garçon, j'aborde ce faux sourire. Ce coup de bluff à mon humeur, cette mutinerie à mon empire ne peut que nuire à mon bonheur. Pour comprendre cette histoire, pas besoin de réflexion. Je me laisserai pas croire que je suis seul dans cette situation. Il n'y a rien d'antipathique à ma façon de voir la chose, des dépressions à usage unique dans un quotidien trop morose, des coups de blues perpétuels, ponctuels et pas évidents. On rêve d'un bonheur éternel qui bat des ailes pour l'instant. Je respire à plein poumon. Ah, ce que c'est bon. L'air de la forêt me fait oublier ma bonne vieille pollution. Habitué à prendre mon pied avec dans le nez des kilos de goudron, cet air frais déclenche en nous la réflexion. Voilà.
Cassens, un des 3 slammers qui sont venus nous dire bonjour en cette fin d'après-midi pluvieuse, histoire de nous rappeler aussi que demain soir à partir de 19h, on peut se brancher donc sur Facebook, sur le net, aux événements des Nuits du Slam et retrouver celle qui sera donnée donc demain soir à Toulouse à partir de 19h, le samedi 27, donc le samedi d'après, là aussi à partir de 19h. Demain, ça se passe à l'espace Roguet. Samedi prochain, ça se passe à la Brique Rouge, à Ampalo, avec des scènes spoken word, création croisée, des concerts. Demain soir, il y aura l'Envoûtante et il y aura Orphée sans frein, tôt. 2-3 mots sur ces spectacles, Élise Delestré, pour finir cette interview autour des Nuits du Slam. Alors, c'est 2 spectacles qui sont extrêmement différents d'un point de vue musical, mais sur lesquels on retrouve une fois de plus justement la force du texte et un arrangement musical, comme je disais, qui n'a rien à voir, puisque l'un est quand même assez rock, voire même un peu punk parfois. Ça remue, c'est fort en basse, c'est un peu brutal. C'est aussi des formats qu'on aime. Et côté Porto, pour ce qui est Orphée sans frein, il y a quelque chose de plus électro, de plus, j'allais dire, plus délicat. Il travaille aussi avec des boucles, des samples. Donc pour un résultat auditif mêlant à nouveau musique et mots. Voilà, donc ça c'est les Nuits du Slam. Celle de demain, c'est à partir de 19h. À partir de 19h, donc vous allez chercher ça sur le net, sur les pages événements Nuits du Slam. Et puis vous aurez la deuxième manche samedi prochain, 27 mars. Ça sera en direct d'Ampalo. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission. C'est toujours un régal de vous avoir en direct et à très bientôt. Et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Et un tout petit jingle et on va passer à la dernière chronique de cette émission. C'est bientôt la fin et je vous rappelle que depuis 18h, nous sommes en couvre-feu. À partir de demain, ça sera 19h. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scouts. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel! Chronique de cette émission avec Salam Okrane. Salam Okrane, bonsoir. C'est presque un plaisir rare de vous voir cette année. C'est comme Perrine Crubillet. Vous faites de moins en moins présent autour de ce micro. En plus, tu me fais passer après des slammers. Je vais avoir l'air con à parler. N'empêche que vous avez écrit un texte qui est l'objet de votre chronique du soir. Voilà. Et puisque vous dites que c'est un plaisir rare, je vais vous demander de mesurer l'honneur que je vous fais d'être dans votre émission. Parce que c'est en tant que membre du conseil scientifique de la commission présidée par Pascal Blanchard et qui vient de remettre un rapport qui propose au président de la République 318 noms issus des immigrations et des Outre-mer à destination des élus de la République qui souhaiteraient diversifier les noms de lieux, les noms de rues, et espaces ou équipements publics. Voilà. Je suis très honoré. Voilà, donc un petit coup de Marseillaise, ça aurait été bien, mais bon... on ne l'avait pas en stock dans la banque musicale de campus. C'est peut-être un tort, effectivement. Gauchiste. C'est donc aux côtés d'éminents collègues que ces 4 derniers mois, nous avons planché sur ce sujet. À la suite donc de l'interview du président Macron aux médias en ligne brute où il s'est engagé sur ces sujets de diversité. Maintenant, on le sait bien, avec le président Macron, on est dans le royaume du « en même temps ». En effet, le président avait annoncé cette liste de noms issus de la diversité au moment où son gouvernement présentait sa loi contre les séparatismes. Il confie un autre rapport à Benjamin Stora sur les mémoires de la guerre d'Algérie et reconnaît la responsabilité de l'armée française dans la mort de Ali Boumengel, avocat et militant nationaliste dont le meurtre avait été maquillé en suicide en 1957 et qui a donc bel et bien été torturé et assassiné par l'armée française. Mais au même moment, il s'apprête à commémorer Napoléon Ier
qui entre autres faits de gloire avait rétabli l'esclavage déjà aboli dans les Antilles françaises. J'ai tout de même accepté de contribuer à ce travail, convaincu que ce qui est pris n'est plus à prendre, partant d'un simple constat. En France, sur les 200 premiers noms de rues, les étrangers, c'est 6,5% des noms de rues. En général, d'ailleurs, ce sont des personnes totalement étrangères à l'histoire de France, puisqu'on y retrouve principalement Salvador Allende, Nelson Mandela ou Martin Luther King ou Mozart. Ce qui est très bien. À Toulouse, on a d'ailleurs une place Martin Luther King au Mirail. Au fond, le message de ce travail est simple. L'histoire regorge de personnalités différentes ou venues d'ailleurs, qui ont fait de grandes choses pour eux-mêmes et pour nous-mêmes. Et à l'heure des tensions du débat public aussi dangereuses que stériles, cela doit nous inspirer pour lutter contre la division. À partir de la Révolution française, dans ce rapport, on y retrouve des immigrations successives, le militantisme des banlieues, ainsi que de nombreux artistes et sportifs. La palette est large. Georges Wolinski, Annie Cordy, Pape Diouf, Raymond Coppa, André Chédid, Oscar Niemeyer, Assia Djebar, Seydou Keïta, Missak Manouchian, Azine Alaya, Rachida, Nina Ricci, mais aussi Messalil Hedj, leader de l'indépendance algérienne, ou Maï Pao, soldat chinois de la Légion étrangère, Chérif Kadi, premier musulman admis à Polytechnique, ou le Guadeloupéen Louis de Grèce, opposé au rétablissement de l'esclavage par Napoléon Ier. On y revient. Et Louis de Grèce qui a donné le nom à un trio de musique actuelle de la Martinique, justement en rapport avec ce personnage qui avait refusé l'esclavage. Voilà, qui était un des premiers députés, je pense, noirs de la Révolution française et qui ensuite s'était opposé au rétablissement de l'esclavage par Napoléon Ier. Et il a mal fini d'ailleurs. Parce que c'était pas Napoléon Ier, c'était pas qu'un tendre. Voilà, groupe qui s'appelle justement De Grèce, trio chantant en créole et qui vient de sortir un nouvel album. Bon, mais il me hâte de l'écouter. Alors, cher à mon cœur, on y retrouve bien sûr aussi Slimane Azem, le chanteur préféré de mon père, que Moussé Hakim ont honoré avec Origine Contrôlée et auquel le Festival des Voix de Moissac a plusieurs fois rendu hommage. J'en profite d'ailleurs pour saluer toute l'équipe du Festival des Voix, qui n'aura plus lieu, puisque la nouvelle mairie FN de Moissac a supprimé le Festival des Voix. Nous avions, il y a une dizaine d'années, convaincu la ville de Moissac, avec l'appui du festival, de donner un jardin public au nom de l'artiste. En effet, cette conviction ne date pas d'hier. On occupe l'espace public physiquement, mais on l'occupe aussi symboliquement. Et les rues de nos villes, elles nous racontent. Lorsque j'étais élu à Toulouse avec les Motivés, une des premières commissions où je m'étais inscrit, c'était la commission dite dénomination des voies. À ce moment-là, d'ailleurs, le combat et le sujet, c'était de rattraper le retard concernant les noms de rues attribués à des femmes. Une des premières attributions qu'on avait eues avec les Motivés, parce que c'était Simone de Beauvoir. À l'époque, le maire d'Oust-Blazy nous avait largement accordé une impasse, donc il y a une impasse Simone de Beauvoir à Toulouse. Un symbole. On aurait préféré une avenue, je ne le cache pas. Alors d'ailleurs, ce recueil il souffre d'un bémol. Les femmes ne représentent que 20% des noms. Cela s'explique par la temporalité dans laquelle on s'est mis et ce qu'on a choisi. Il faut le dire, du 18e à la première moitié du 20e siècle, les femmes sont souvent exclues de la vie publique et encore plus des affaires militaires ou sportives, parce qu'on a quand même pas mal de noms de militaires ou de sportifs dans ce recueil. Mais par contre, les femmes qu'on y retrouve sont généralement des artistes, des intellectuels ou des militantes. C'est donc l'occasion de faire découvrir Paulette Nardal, première femme noire entrée à la Sorbonne en 1931. Elle figure parmi les fondateurs de la Revue du Monde Noir, visant à créer un lien intellectuel et moral entre les Noirs en France, où Isabelle Eberhardt, une écrivaine suisse qui, fascinée par la culture arabe, se convertit à l'islam, se travestit et endosse l'identité masculine de Mahmoud Saadi, ce qui lui permet de fréquenter les lieux réservés aux hommes.
Pour atteindre la parité, la solution aurait été d'y intégrer des personnes vivantes. Mais nous n'avons pas fait ce choix, qui aurait singulièrement compliqué la tâche. Moi, j'étais pas trop pour. Je pensais qu'on allait tomber un peu dans le people. Bon, en même temps, une place Amel Bent ou Yannick Noah, ça aurait été sympa. J'aurais bien aimé habiter rue Amel Bent. Ces héros peuvent être ordinaires. Ainsi, ils ne figurent pas forcément dans ce recueil. Mais avec d'autres habitants des Isards, nous avons porté une parole commune auprès des élus de la ville de Toulouse, soutenus par des élus de la majorité de l'opposition, pour donner le nom de Monsieur Chenan à la place Micoulo 2. Elle est devant le métro des Isards. Qui attend qu'on lui donne un nom digne. Et nous, on a proposé ce monsieur qui est un pilier du quartier. Monsieur Chenan, c'est un monsieur qui a disparu l'année dernière, un habitant ordinaire du quartier, enfin ordinaire. Il habitait aux Isards depuis 1961. Il y a vécu, il y a agi, il a fondé des associations. Et c'est en gardien du quartier des Trois Cocus qu'il était fier d'habiter et qu'il refusa de le quitter jusqu'à ce qu'il disparaisse l'année dernière. Il n'aura jamais été question de retour à son pays d'origine. Ce pays, la France, il l'avait fait le sien. Il adorait Toulouse et son quartier des Trois Cocus. Une place du quartier méritait bien son nom. Et c'est d'ailleurs chose faite, puisqu'aujourd'hui, le conseil municipal de Toulouse vient d'approuver notre proposition de donner à M. Chenan, habitant du quartier des Trois Cocus, une place à son nom. Donc nous aurons bientôt, au lieu de la place Micoulo 2, la place M. Chenan aux Isards. Voilà, et c'est avec une chronique pareille, on n'a pas fini de nous traiter encore d'islamo-gauchistes. On en parlera la prochaine fois. Je ne l'ai pas prononcé cette fois-ci. Merci pour cette chronique, Salah, et à très bientôt pour la suite des événements. Voilà, l'émission est presque terminée. Juste avant de se quitter, je vais vous proposer deux, trois propositions de spectacles à voir évidemment en ce moment, surtout sur le net. Mais vous allez voir que demain à Toulouse, il se passe plein de choses en ville et l'on pourra revoir et réécouter par exemple de la musique en ville. Mais on commence par ce soir. Ce soir, c'est même parti depuis 18h30 et cela va durer jusqu'à 21h. Vernissage en direct de l'exposition Magma qui sera visible ensuite depuis la cour du centre d'art Lieu commun à Bonnefoy, dans le respect bien entendu des gestes barrières. Donc cette exposition Magma montre le résultat d'un travail commun entre une trentaine de jeunes artistes issus de deux écoles d'art, une en France, l'autre en Belgique. Le vernissage ce soir est à voir sur la chaîne YouTube de Lieu commun. Exposition donc visible ensuite, et cela jusqu'au 20 mai, depuis la cour de ce centre d'art Lieu commun à Bonnefoy. Jeudi, j'en parlais tout à l'heure, jeudi, comme tous les jeudis depuis que nous sommes reconfinés, concert à 12h30 en direct sur la web radio CAFPO. C'est la pause musicale qui s'invite chaque semaine à la CAFPO. Et jeudi prochain, c'est le trio de Nicolas Parent qui s'y colle. Demain, pendant toute la journée, opération Le printemps est inexorable, appel à la mobilisation des publics et des acteurs culturels dans la métropole toulousaine. Alors à 14h par exemple, devant le théâtre Sorano, il y aura une prise de parole de divers acteurs du secteur culturel qui viennent de raconter un peu la situation dans laquelle ils se trouvent et annoncer un peu les revendications qui sont les leurs en ce moment. Ensuite, de 9h à 18h, toujours au Sorano, opération Toi et moi, le public sera accueilli un par un et à tour de rôle pendant 10 minutes par un membre de ce théâtre. Ça veut dire que chaque personne qui réussira à rentrer à ce moment-là au théâtre Sorano aura le théâtre pour lui tout seul, avec quelqu'un qui pourra le guider dans les méandres de ce lieu de la scène théâtre toulousaine. Autre proposition, de 11h à 16h au 5 avenue Étienne Billière, il y aura des vidéos qui seront projetées, des vidéos de danse qui seront projetées sur les vitres des portes de la place de la danse. Là, ça se passe donc au 5 avenue Étienne Billière. À 11h30, place de la mairie de Tournefeuille, intervention en espace public du petit théâtre de Pin à l'invitation de l'usine, le Centre national des arts de la rue qui se trouve à Tournefeuille. De 14h à 18h au Vidéophage, c'est 9 rue de l'Étoile, projection de court-métrage sur
sur les vitres de cet immeuble des vidéophages. De 14h30 à 17h30 à Ramonville, au Kiwi, place Jean Jaurès, intervention artistique de plusieurs compagnies d'art de rue, la compagnie particulière ou Mara de Patagonie. Ces interventions qui sont montées à l'initiative de l'association Arto, qui par ailleurs organise le festival de rue de Ramonville. De 14h30 à 17h30, plusieurs spectacles sur réservation seront montrés au théâtre du Grand Rond. De 15h à 18h, idem à la cave Poésie. Là aussi, plusieurs spectacles seront donnés. Réservation indispensable avec notamment à 15h une intervention de Serge Pey, de Bernardo Sandoval et de Serge Lopez. Un trio qu'il ne faut absolument pas rater. Et puis demain soir, là dans le cadre des activités normales de Radio Campus, demain soir à 21h, donc sur les ondes de Radio Campus, concert à la radio, émission, je vous le rappelle, de partage de quelque chose qui pour le moment est non essentiel, la musique. On écoutera donc un concert, le 5e de cette série d'émissions, et demain soir vous aurez droit à un concert de Mr Bishop avec ses invités, Mr Bishop and Guest, concert enregistré au Ring la semaine dernière, en prélude à la sortie du premier album de cette formation montée par le saxophoniste Andy Lévesque, sortie d'album qui aura lieu fin juin, début juillet. 21h donc sur Radio Campus, concert à la radio, Mr Bishop and Guest, Mr Bishop and Guest que l'on écoute illico, c'est une exclue planétaire, que dis-je, planétaire, interstellaire. Le morceau s'appelle Nœud de Cintre, Mr Bishop and Guest. Voilà, Mr Bishop and Guest, un concert à écouter demain soir à partir de 21h sur les ondes de Campus FM, l'émission s'appelant Concert à la radio. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Émission réécoutable sur les pages Facebook et YouTube de Caramel Mou Campus FM, page gérée par Jérôme GRC. Merci à lui. On se retrouve nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, notre invité sera Manu Galure. D'ici là, prenez soin de vous. Caramel!